Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à vous asseoir pour les derniers qui ne seraient pas encore assis. Je vous propose de commencer cet atelier sur le thème d'assurance et sinistre sur actifs immatériels. À la fin de l'atelier, je vous remercie de ne pas oublier de rendre les fiches d'évaluation aux hôtesses. Voilà, donc aujourd'hui, cet atelier fera appel aux compétences et aux expériences d'un panel particulièrement relevé. Donc nous avons à ma droite Elisabeth Prigent-Holossen de Fréquin France, directrice juridique et assurance, Sarah Xerianot du cabinet H&M Partners et enfin Emmanuel Sylvestre de Liberty. Alors, lorsque nous avons commencé à travailler sur le thème qui nous avait été proposé, alors j'ai oublié de me présenter, évidemment, je suis le modérateur, Pierre Lédrère, directeur juridique et risk manager de Gras Savoie, ce qui prouve ma modestie, j'ai failli m'oublier. Le premier constat que nous avons fait, c'est que lorsqu'on évoque la place des actifs immatériels dans l'entreprise, le constat immédiat, c'est que les actifs immatériels représentent au moins 50% de la valeur totale de l'entreprise. Et si on creuse un petit peu, on se rend compte que, en règle générale, une très faible part de la valeur des actifs immatériels figure au bilan de l'entreprise. Ce qui signifie que dès lors qu'on constate que les actifs immatériels représentent une part très importante de la valeur de l'entreprise, le risque manager, l'assureur, évidemment, cherche des solutions pour transférer le risque d'atteinte à ces actifs immatériels à l'assurance. Et c'est ce thème que nous allons essayer de développer aujourd'hui. Alors, je vais illustrer. J'ai du mal à faire deux choses en même temps, en fait, parce que je suis un garçon. Voilà, donc je confie à ma voisine l'outil magique. Donc, si on regarde sur ce schéma, on voit à partir d'une étude d'EY que la part de la valeur des actifs immatériels dans la capitalisation boursière des entreprises de certains secteurs est en fait extrêmement variable. Et donc ça illustre bien qu'on ne peut pas tirer de règle générale en disant finalement un actif immatériel de telle nature a systématiquement telle importance dans la valeur totale de l'entreprise, puisqu'on voit bien que suivant les secteurs, ce n'est pas le cas. À partir de là, se posent un certain nombre de questions complémentaires. Nous avons d'abord des problèmes de terminologie, puisque on entend parler parfois indifféremment d'actifs immatériels, d'actifs incorporels, d'actifs intangibles, parfois même de capital immatériel. Selon que l'on parle à des juristes, ou que l'on parle à des financiers, ou que l'on parle par exemple à des experts comptables. Les mots ont un sens, et particulièrement en droit. Or, l'assurance, c'est quand même très largement du droit. Et donc, nous allons essayer au cours de cet atelier d'aborder un certain nombre de notions qui vont essayer de nous permettre d'approcher la notion d'actifs immatériels. Ce que nous avons souhaité particulièrement aborder lors de cet atelier, c'est peut-on les assurer, ces actifs immatériels? Est-ce qu'on peut tous les assurer? Finalement, peut-on indemniser les dommages que peuvent subir ces actifs immatériels et dans quelles conditions? En effet, nous allons voir que ces actifs immatériels sont extrêmement variés. Nous allons tenter d'ailleurs d'en identifier un certain nombre de manière assez précise. Notre conclusion, nous allons probablement constater, sans déflorer la fin de cet atelier, que face à l'hétérogénéité des actifs immatériels, l'assurance est obligée d'être créative. L'assurance est obligée de repousser finalement les limites de ce que le marché de l'assurance avait développé jusqu'à présent, essayer de trouver des solutions innovantes en termes de valorisation, en termes d'indemnisation, en termes peut-être de prévention, et donc c'est tout cela que nous allons évoquer.
Donc pour ceux d'entre vous qui avaient lu sur le site de l'AMRAE le résumé du contenu de cet atelier, de manière un peu pompeuse, nous avions proposé d'explorer finalement les frontières du risque d'entreprise. Et vous nous direz à la fin, dans le cadre des échanges avec la salle, si effectivement, oui, nous sommes bien aux frontières du risque d'entreprise, au moins en partie. Alors, ce que nous vous proposons dans un premier temps, c'est de définir ou tenter d'approcher une définition des actifs immatériels. Donc, Sarah va nous faire une interprétation juridique de ce que sont ou de ce que pourraient être des actifs immatériels. Dans un deuxième temps, Elisabeth nous apportera sa vision et son expérience du risque manager face aux actifs immatériels, les attentes des dirigeants d'entreprise, les attentes du risque manager, éventuellement les difficultés rencontrées également pour transférer le risque à l'assurance. Et enfin, Emmanuel Sylvestre nous apportera la vision de l'assureur, ce qui est assurable, pas assurable, dans quelle proportion, et finalement les solutions innovantes qui sont déjà développées, en cours de développement. Donc voilà, vous voyez que la matière est riche, j'ai déjà trop parlé, et donc je passe la parole à Sarah pour une définition aussi précise que possible. Oh, je te remercie, Pierre. Alors je vais essayer, je suis une femme, je vais essayer de faire deux choses à la fois et d'être à la hauteur de notre réputation. Donc je vais modifier le slide. Alors, Pierre a un petit peu spoilé, comme disent les jeunes maintenant, la fin de l'atelier et les conclusions auxquelles nous en sommes arrivés. Ma partie n'était pas forcément la plus aisée, puisque la question qui m'était posée, c'est est-ce que nous avons une définition légale et juridique de la notion d'actif immatériel ? Malheureusement, là encore, petite information, je crains que la réponse soit non. Je crains que la réponse soit non parce que si vous prenez au départ la première partie de l'expression actif, est-ce qu'un actif est juridiquement défini ? Un actif n'est pas défini par le droit. Un actif est défini en comptabilité comme un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entreprise. Comme vous le savez, le plan comptable général en France définit des conditions pour qu'un actif soit inscrit au bilan de l'entreprise. En revanche, nous n'avons pas de définition juridique en tant que telle de la notion d'actif. L'adjectif immatériel, c'est quelque chose qu'on connaît bien, puisque ici nous sommes dans un monde d'assurance. C'est quelque chose que nous utilisons quasi au quotidien dans l'application des contrats, moi-même en tant qu'avocat, mais les gens qui m'entourent, soit en tant qu'assuré, soit en tant qu'assureur. On parle de dommages immatériels, consécutifs, non consécutifs. Donc c'est quelque chose qui nous est beaucoup plus familier. Si on en revient à l'actif, je vous indiquais que nous n'avons pas de définition de l'actif en tant que tel, mais qu'il y a un élément acquis qui est que pour le droit, un actif est un bien. Et là, nous allons vers ce qui est la Bible de tout juriste, le Code civil. Et dans le Code civil, nous trouvons une distinction non pas entre des biens matériels et immatériels, mais entre des biens meubles et immeubles. Ce sont les cours de première année de tout bon étudiant en droit. Et ensuite, des biens qui vont être corporels ou incorporels. Et c'est cette deuxième notion de bien incorporel qui va nous intéresser s'agissant des actifs immatériels. Les biens incorporels, ce sont des biens qui, bien sûr, n'ont aucune matérialité, ils n'ont pas d'existence, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas d'existence réelle, mais en revanche, ce sont des biens qui sont pris en compte par le droit du fait de leur existence abstraite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une valeur. Et c'est cette valeur qui va en faire, leur valeur économique, qui va en faire un objet de droit. Alors les richesses immatérielles, certaines nous viennent très très facilement à l'esprit, hein. Les clientèles, les créations littéraires et artistiques, le savoir-faire de l'entreprise, les signes distinctifs, les logiciels, les banques de données, les créances. Tous ces éléments ont une valeur. Donc les choses matérielles et les choses immatérielles, les biens matériels et les biens incorporels immatériels ont une nature commune, c'est-à-dire que à raison de leur utilité,
elles sont constitutives d'une valeur qui pourra être objet de droit. Alors, il y a un exemple qui est intéressant, qui est celui d'un bien qui est passé de bien matériel à bien immatériel. Je ne sais pas si vous avez une petite idée, mais c'est la dématérialisation des valeurs mobilières. La dématérialisation des valeurs mobilières, vous avez tous peut-être eu dans vos grands-parents des grands-parents qui conservaient des emprunts russes, où là le titre était le titre papier, et puis quelques années après, les titres se sont dématérialisés et on est passé d'un bien corporel à un bien incorporel. Est-ce qu'on a depuis quelques années, puisque comme le rappelait Pierre, les actifs immatériels aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, est-ce qu'on peut constater que la loi a évolué ou que le législateur les a plus pris en compte? Alors, il les a, oui, plus pris en compte en les protégeant. Il a reconnu l'existence d'un certain nombre d'actifs immatériels et il a reconnu le fait que ces actifs immatériels devaient être protégés. Et un exemple récent qui nous a semblé intéressant, c'est la loi de 2018 sur la protection du secret des affaires. Parce que l'objet de cette loi, c'est de donner une protection spécifique pour certaines informations économiques et techniques essentielles pour le fonctionnement de l'entreprise et permettre leur protection par la confidentialité. C'est-à-dire que la confidentialité va finalement devenir un espèce d'outil de compétitivité ou de gestion pour l'entreprise pour lui permettre de protéger des informations qui vont être stratégiques. Alors, ce n'est pas seulement des connaissances ou des éléments ou des données technologiques propres à l'activité de l'entreprise, mais ça inclut aussi les données commerciales, les informations relatives aux clients, aux fournisseurs, aux études de marché, aux stratégies. Donc on voit que même si aujourd'hui nous n'avons pas juridiquement une définition de ces actifs immatériels, nous avons une protection de ces actifs immatériels. Alors, pour certains actifs immatériels, cette protection, elle n'est pas récente. Je vais passer rapidement. Les marques et les brevets, nous connaissons leur existence depuis fort longtemps. C'est protégé dans la majeure partie des pays du monde. Ce sont des valeurs immatérielles de l'entreprise que les différents législateurs ont cherché à protéger pour protéger leurs valeurs économiques au sein des sociétés. Également, nous avons le cas de la donnée particulièrement à caractère personnel, qui est quelque chose qui est valorisé, qui est utilisé par l'entreprise, qui peut céder des bases de données pour un certain prix. Là encore, le législateur a souhaité protéger, alors là, il a protégé l'individu, c'est-à-dire qu'on a défini la donnée à caractère personnel, puisque la donnée à caractère personnel, elle va permettre d'identifier l'individu. Le fait qu'elle soit valorisable et qu'elle soit cessible par l'entreprise dans le cadre de bases de données a amené le législateur à se dire il faut protéger l'individu. Même si aujourd'hui, nous sommes bien d'accord qu'à aucun moment le législateur a dit que l'individu était propriétaire de ses propres données. Ce qui est un débat qui reste ouvert et qui pourrait faire l'objet aussi d'un autre atelier devant le public de l'AMRAE. On a souhaité aborder également de façon plus large cette question de la donnée. D'ailleurs, je crois savoir que ces problématiques de données, c'est ce qui, au niveau du comité scientifique de l'AMRAE, a été à l'origine de la mise en place de cet atelier. Finalement, on s'est aussi posé la question de savoir comment on pouvait appréhender la donnée informatique et le dommage qu'elle peut subir, pour voir aussi si ces notions actifs matériels et immatériels devaient être appréhendées différemment s'agissant de cet élément. Une donnée, c'est la représentation d'une information dans un programme informatique. Alors, de façon un peu provocante, on a mis sur le PowerPoint données imprimées, données matérielles. On aurait pu mettre aussi données enregistrées, données matérielles. Pourquoi ?
ça vous semblera peut-être un petit peu bizarre, mais certains auteurs de doctrine, certains professeurs de droit ont pu considérer que dans le cadre de discussions sur l'application de certaines garanties des polices d'assurance classiques, on pouvait estimer que des pertes de données constituaient un dommage matériel. Et pour ce faire, ils ont utilisé comme exemple le fait qu'auparavant, vous aviez des données, des informations qui étaient enregistrées sur des supports, par exemple des supports papier, qui pouvaient s'effacer. On a tous acheté de l'électroménager. En achetant de l'électroménager, on a tous eu des tickets d'achat thermo-imprimés. Et le jour où votre machine à laver ne fonctionne plus et vous ressortez le ticket thermo-imprimé, vous avez la délicieuse surprise d'avoir un papier blanc, puisque l'ensemble des données qui figuraient sur le papier souvent s'effacent au bout d'un an et demi. Ce qui a amené donc certains auteurs à se dire, finalement, on a une forme d'atteinte matérielle, on a un dommage matériel, même s'il s'agit d'une disparition de données, et alors que cette donnée a en tant que telle un caractère immatériel. Alors c'est un peu mélanger l'information, la donnée elle-même, avec le support. Et ça nous a amené à étudier des réflexions et des échanges qui ont pu être menés au sein du GAREAT. Je pense qu'aujourd'hui, le public devant nous connaît le GAREAT et son rôle. En 2017, le GAREAT s'est posé la question du traitement au regard des garanties qu'il offre des attaques cyberterroristes, et notamment la problématique de la disparition de données. Bon, il faut rappeler que le GAREAT assure, ou réassure plutôt, des dommages générés, mais dès lors qu'on est en présence d'un dommage matériel ou d'un dommage immatériel non consécutif, ce qui, en matière de cyberterrorisme, peut poser des questions. Donc le GAREAT a envisagé plusieurs hypothèses. La première était relativement simple. Vous avez ce qu'on appelle une attaque par déni de service, c'est-à-dire vous rendez une application inutilisable parce que vous saturez de requêtes l'application. Ça impacte un réseau informatique. L'impact que ça va avoir va constituer une perte d'exploitation. Vous n'avez pas à la base de dommages matériels. Le GAREAT ne peut pas intervenir. Autre possibilité, vous avez en sens opposé un malware qui va affecter un système de sécurité. Ça va déclencher un incendie dans un site industriel. Là, on sera en présence de dommages matériels et le GAREAT va intervenir. Ensuite, il s'est posé la question, et c'est là ce qui nous intéresse, de l'atteinte aux données. C'est-à-dire, vous avez un accès illicite, une perte, un vol, une corruption de données qui va affecter un système d'information qui va être assuré. Alors, est-ce que le GAREAT intervient ou n'intervient pas? Est-ce que c'est du pur dommage immatériel non cessible? Et donc, la réponse du GAREAT, et on revient un peu à ce que je vous disais il y a quelques instants sur notre support papier qui s'efface, c'est qu'il faut s'intéresser au support d'information. C'est-à-dire, est-ce que l'information, la donnée est sur une clé USB, du hardware, sur un disque dur? Et donc, de deux choses l'une, soit ce support d'information est irrémédiablement corrompu, il ne peut pas être réparé, et à ce moment-là, le GAREAT considère qu'il va y avoir un dommage matériel sur le support et que donc tous les dommages de frais de restauration des données, tous les frais consécutifs, devront être garantis. En revanche, si le support n'est pas atteint de façon irrémédiable et peut être réparé, là, le GAREAT considère qu'il n'y a pas de dommages matériels qui vont mobiliser ces garanties et il n'interviendra pas. Donc, on voit aujourd'hui que finalement, d'une part, on n'a pas de définition juridique de l'actif immatériel, mais en revanche que ces actifs immatériels sont pris en considération par le législateur qui recherche leur protection. On voit aussi que tous les raisonnements qu'on va chercher à mettre en place s'agissant des actifs immatériels sont des raisonnements par analogie en utilisant des outils qui sont des outils juridiques que l'on maîtrise et que l'on connaît depuis fort longtemps, mais avec ces raisonnements par analogie. Donc il n'y a pas d'éléments de créativité, on va dire, nouveaux de la part du droit en matière d'actifs immatériels.
Pour autant, le risk manager, comme l'assureur, ont besoin de déterminer les contours du risque, de déterminer s'il est assurable, de traiter le risque sur les actifs immatériels et de le traiter éventuellement par une garantie d'assurance adaptée. Et finalement, la conclusion à laquelle nous en sommes arrivés, c'est que la solution va se faire dans le contrat d'assurance lui-même. C'est-à-dire que le contrat va faire la loi des parties. Et ce qui va être très intéressant et tout à fait nécessaire, ça va être de définir ce que l'on veut garantir, quels actifs immatériels, de les définir très précisément, et surtout dans quelles limites, avec quelles limites. Mais pour arriver à cette analyse que fera tout à l'heure Emmanuel, il faut partir au départ de l'identification par l'entreprise des actifs immatériels. Et pour ça, je vais me tourner vers Elisabeth. Bonjour. Donc effectivement, pour poursuivre en fait sur cette recherche de compréhension de ces actifs immatériels et de leur perception par les entreprises et leur nécessité de protection, j'ai la charge d'intervenir plus en qualité de risk manager en fait d'une grosse ETI, et je vais essayer de vous apporter, de vous expliquer un petit peu la perception et notre expérience sur la prise en considération en fait, de ces actifs immatériels et donc de la nécessité de les garantir dans le contexte d'entreprise. Peut-être un petit rappel en amont. On peut noter que, j'ai envie de dire, sur le périmètre français, sur la perception de ces actifs immatériels et de la nécessité de les protéger, toutes les sociétés aujourd'hui en France, vous en doutez bien, ne sont pas au même niveau. Comme l'a évoqué Pierre au début de son intervention sur le schéma qu'il vous a proposé, il y a différents niveaux de prise de conscience en fait, de l'importance de ces actifs au sein des entreprises. Bien évidemment, déjà, on a une première distinction qui s'opère assez aisément, c'est la distinction entre la prise de conscience que peuvent avoir des dirigeants de sociétés cotées et des dirigeants de sociétés non cotées. Pardonnez-moi le terme SNC, pour les juristes ça vous choquera, mais ça allait un peu plus vite dans la présentation. En effet, vous savez qu'aujourd'hui, dans les sociétés cotées, on a des obligations de reporting. On doit informer le conseil d'administration et on doit informer les actionnaires sur la politique de risque management, sur aujourd'hui, même quand vous regardez dans le code de AFEP-MEDEF, on vous dit bien information aussi sur la prise en compte des enjeux extra-financiers significatifs pour la société. J'ai envie de dire que ce soit dans le périmètre du RSE, dans le périmètre de l'extra-financier, on est bien effectivement sur ces actifs immatériels non pris en considération pour leur immense majorité dans le bilan de la société, ce qui a nécessité effectivement une obligation d'information supplémentaire par le biais de rapports, par le biais d'aménagements et d'informations. Donc on voit bien que dans ces sociétés-là, il y a une reconnaissance de l'actif immatériel, de son importance. Certes, ce n'est pas bilanciel, mais c'est extra-financier. On communique dessus et on perçoit leur valeur. Bien évidemment, quand on est dans des sociétés non cotées, et j'ai envie de dire, moi je prendrais très volontiers l'exemple de la société, qui est société française, anciennement société familiale, qui aujourd'hui est une grosse ETI, j'ai envie de dire, leader certes sur son marché, mais néanmoins organisée comme une grosse ETI. Quand on n'est pas coté, les obligations d'information sont tout à fait différentes. Mais néanmoins, dans ces sociétés, particulièrement dans les sociétés de services qui aujourd'hui n'ont pas nécessairement la même perception de l'importance de leurs actifs immatériels, il y a une influence qui se fait progressivement. Je vous dis, il y a le code AFEP-MEDEF qui apporte des idées sur la gouvernance. Il y a aussi tout simplement, nous, ça fait un certain nombre d'années maintenant que nous sommes sous actionnariat anglo-saxon américain, eh bien il y a toutes ces influences qui font que dans ces sociétés-là, petit à petit, il y a un niveau d'information, il y a un niveau de prise de conscience qui se fait sur ces actifs immatériels et sur la nécessité de les percevoir et de les protéger, notamment de par l'intervention j'allais dire l'influence des bonnes pratiques de gouvernance, l'influence de la loi Sarbanes-Oxley, etc. pour ce genre d'intervenants. Deuxième distinction, en fait, pour percevoir effectivement l'évolution, la prise de conscience de ces actifs immatériels dans les sociétés, on a dans le panel des sociétés de la place une grande variété. Quand vous êtes effectivement une société dont les principaux actifs immatériels sont une marque, un brevet ou une société de R&D,
dont vous percevez immédiatement l'immense importance au regard de votre valorisation, de la protection de votre marque, de votre brevet, de vos connaissances, vos savoir-faire, etc. J'ai envie de dire, le conseil d'administration, le conseil d'administration, les administrateurs ont une perception, savent que c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'ils travaillent et associer leur risk manager. En revanche, quand vous êtes dans une société de service, je m'en ferai l'écho aujourd'hui, hein, notre activité consiste vraiment à mettre des véhicules à disposition des clients, apporter une pléthore de services auto, etc. C'est beaucoup plus difficile en fait de faire percevoir qu'en fait il y a énormément d'immatériels qui sont à la clé potentiellement de la réussite et de la différenciation en matière de compétition de la société. Et la prise de conscience se fait progressivement. Notamment, ce sont des sociétés, bon certes aujourd'hui tout le monde, comme le disait Sarah, est attentif à la protection de la marque, à la protection des brevets quand il y en a, etc. Mais quand vous êtes une société de service qui n'a certes une marque mais peut-être pas de brevet, fait de l'innovation mais qui n'est pas brevetable, n'a pas de R&D à proprement parler, en fait, il est difficile de faire percevoir que, eh bien si, vous avez une énorme valeur immatérielle, que ce soit le capital humain, le capital structurel interne, le capital relationnel interne. Et tous ces éléments sont effectivement doivent petit à petit être intégrés. On peut constater aujourd'hui, j'ai envie de dire sur la place, sur le marché, que le besoin de faire réaliser aux ETI, aux PME, l'importance de la valeur des actifs immatériels et de leur faire travailler effectivement sur la valorisation et la protection de ces actifs, fait l'objet d'une forte incitation. Nous vous invitons à consulter les travaux qui ont été faits sous l'égide de la Direction générale des entreprises, la DGE, avec l'assistance du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et du MEDEF, dans le cadre d'une analyse qui a été faite en 2011 et qui se poursuit sur les 12 principales valeurs immatérielles et indicateurs de mesure associés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, les experts comptables, etc., alertent les sociétés, essayent de les faire réagir en leur disant, écoutez, vous avez un bilan, vous avez un certain nombre d'éléments marqués à votre actif, à votre passif, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi tout ce qui n'est pas apporté sur votre bilan. Et que ce sont des valorisations, que vous devez communiquer dessus et que vous devez prendre conscience que ça nécessite une protection. Donc on voit bien qu'il y a une évolution, il y a petit à petit sur la prise de conscience de ces sociétés qui vient notamment de l'extérieur. Oh, c'est bon, merci, j'avais pas noté. Alors aujourd'hui, néanmoins, on constate dans les sociétés quand même que cette prise de conscience se fait progressivement. Comment c'est arrivé? J'ai envie de dire fort heureusement. Eh bien, tout simplement, j'ai envie de dire grâce à la pression extérieure. Je vais vous donner quelques exemples. Déjà, en premier lieu, les nouvelles réglementations. Alors, moi, je suis dans le rôle du risk manager, qui plus est directeur juridique au départ. Autant vous dire que tout ce que je dis au conseil d'administration, ça les fait rêver. Eh bien, quand on arrive et qu'on leur dit il y a une nouvelle réglementation qui arrive, ça va porter sur le RSE. D'accord. On a une nouvelle réglementation qui arrive qui porte sur la protection des données personnelles. D'accord. Il y en a une autre qui porte sur la corruption. Formidable. Merci Elisabeth, ça nous passionne. Bon, passons à un autre sujet. Donc, ces réglementations, j'ai envie de dire, pour nous, risk managers, on peut critiquer, etc. Ça peut être compliqué à mettre en place, mais ce sont des pépites, en fait. Pourquoi? Parce que par le prisme de ces réglementations qui exercent, en fait, non seulement l'obligation de produire la documentation qui porte, en fait, presque exclusivement sur les matériels, et aussi par la pression financière liée aux sanctions, malheureusement, qui peuvent être infligées aux sociétés qui ne respecteraient pas ces réglementations, eh bien, ça nous a permis d'introduire de manière beaucoup plus puissante, justement, une prise en considération de l'immatériel auprès du comité exécutif et des actionnaires. Juste un instant sur ces éléments-là. Ce qui est très intéressant de remarquer, en plus, et là je m'adresse vraiment à mes confrères risk managers, ces réglementations, vraiment, pour moi, c'est une avancée très importante dans la prise de force, j'ai envie de dire, de la compliance, mais parfois d'une certaine manière par rapport au droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
ces réglementations ont une importance grandissante et apportent une autre vision que j'ai envie de dire le cadre juridique classique traditionnel, parce qu'elles vous font prendre conscience des parties prenantes intérieures, extérieures, et notamment de toutes ces problématiques immatérielles. Ce qui est très intéressant dans ces 3 réglementations que j'ai citées, donc le RSE aujourd'hui, déclaration extra-financière, donc le RGPD Sapin 2, c'est qu'en fait la méthodologie qui est dans ces textes de loi, c'est une méthodologie de RM. Et ça permet d'amener, d'une part, grâce à ces réglementations, le RM au milieu de la table, j'ai envie de dire, sur la table du conseil d'administration, d'expliquer que c'est important et de faire rentrer le risque management, de permettre avec le risque management d'accompagner la protection de valeur, la prise de conscience de valeur et la protection de valeur. Donc en fait, en les utilisant de manière, j'ai envie de dire, un peu subtile, on arrive à faire progresser la prise de conscience de l'immatériel au sein du conseil d'administration dans les relations avec les actionnaires. Autre événement extérieur qui ont amené quand même une prise de conscience de l'immatériel, je vous le dis très simplement, les attaques cyber hypermédiatisées. C'est-à-dire qu'avec tous ces événements-là, aujourd'hui, il devient compliqué pour un conseil d'administration de ne pas s'intéresser à la protection de son SI, à ne pas avoir, au-delà d'un certain volume, un RSSI, et de ne pas intervenir effectivement sur la valorisation, la protection de l'immatériel, au moins des données informatiques. Encore autre élément qui a permis de mettre en valeur vraiment les problématiques immatérielles, le risque d'image et de réputation. Je pense que dans beaucoup d'ateliers, on a tous déjà bien débriefé sur le dossier Lactalis, mais c'est un exemple qui permet aussi de mettre en valeur la problématique de l'image, de l'irréputation, une fois encore sur la table du conseil d'administration. Dire attention, il y a des choses à faire, il faut faire attention. La valeur de l'entreprise, c'est aussi l'image qu'elle donne, pas uniquement au travers de la marque, que nous protégeons déjà tous de manière efficace, mais au regard effectivement de la gestion de l'image de l'entreprise. La pression des médias sociaux, j'ai été étonnée de voir que par exemple aujourd'hui, on prend tous des stagiaires régulièrement, que l'on forme, des alternants, etc. Il y a des collectifs d'anciens stagiaires qui se forment et qui remettent des trophées aux meilleures sociétés, aux sociétés les plus sympas, aux sociétés où on forme le mieux, etc. Enfin, il y a tout ça, vous voyez, toute cette évolution vers, j'ai envie de dire, assez enthousiasmant pour certains, en tout cas de l'image de la société, par le biais des médias sociaux, par le biais des réseaux. Et bien tout ça, également, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération et qui ont un impact direct sur l'immatériel, qui est l'image de l'entreprise et bien évidemment aussi sa capacité à amener des talents. On est sur le capital de ressources humaines, on est sur du pur immatériel. Dans les services, qu'est-ce qui compte ? Les gens. Peut-être que la plus grande valeur, chez nous, ce sont les gens. La qualité, les talents, les savoir-faire. Et ça, c'est du pur immatériel qui autrefois était peut-être traité d'une certaine manière et qui là évolue effectivement vers une prise de conscience tout à fait différente. Et bien évidemment, l'impact du marché du travail, une fois encore, la difficulté aussi à recruter des gens qui savent travailler sur l'immatériel, dans le digital, etc. Donc maintenant, comment ça se traduit dans les faits ? Une fois qu'effectivement, on voit bien donc, cette prise de conscience progressive qui s'est faite, j'ai envie de dire, ces dernières années, sur l'importance de l'immatériel dans l'entreprise, comment ça s'est traduit ? Eh bien tout simplement, et je pense que dans vos entreprises, vous avez dû le vivre et vous continuez à le vivre en ce moment parce que le mouvement est très intense, et bien déjà, c'est de l'investissement dans des équipes avec des profils, des compétences spécifiques. On se rend compte qu'effectivement, je vous dis typiquement, nos sociétés de services, ce sont les gens qui font tourner la société, que le monde évolue vite, qu'il nous faut des compétences nouvelles, notamment, je ne vous cache rien, dans le digital, etc. Les gens de ma génération déjà ont un petit peu de mal dans ces domaines-là, mais donc il faut aller recruter des talents, recruter des personnes qui s'y intéressent, qui ont été éduquées dans ce monde-là. Et aussi la protection en fait de ces actifs immatériels. Concrètement, comment ça va se passer ? Eh bien, tout simplement, même dans des ETI, qui, moi, je ne vous cache pas, je suis que le 2e directeur juridique de ma société, qui a pourtant plus de 70 ans d'existence. Eh bien, on est allé chercher du legal, et notamment pour protéger l'immatériel, les marques, les brevets, etc. On va chercher des gens qui travaillent avec qualité dans l'IT. On va aller chercher effectivement des RSSI, qui vont être des personnes qui vont travailler sur la sécurité des services d'information. On va développer la communication interne, externe, parce qu'effectivement, pour valoriser le capital humain, pour donner envie aux gens, vous savez que dans le capital humain, il y a notamment la motivation des troupes, etc. Ça donne de la valeur à l'entreprise, ça la fait avancer.
Ben pour ça, il y a besoin de com interne, il y a besoin de com externe, que les gens soient fiers de travailler pour cette entreprise plutôt que pour une autre, etc. On va aller chercher maintenant des data officers. Moi, j'ai recruté un data officer. Je veux qu'on ait une gouvernance sur les données. Parce que dans une entreprise, beaucoup de gens ont accès aux données, mais attention, il ne faut pas que tout le monde puisse les modifier, les interpréter comme il le semble. La donnée, ça a de la valeur. Il faut que ce soit gouverné. Et alors là, on va encore plus loin, j'irai plus dans les startups. Pourquoi pas un happiness manager? Alors ça fait sourire, mais en attendant, qu'est-ce que ça signifie? D'où vient tout cela? Ça vient du fait qu'aujourd'hui, on a besoin de recruter des talents, leur donner envie de se motiver pour l'entreprise et de rester. Autre manière extrêmement tangible de percevoir effectivement l'intérêt aujourd'hui qu'ont les sociétés pour la valorisation de leurs actifs immatériels, la mise en place de chartes éthiques. Alors vous allez me dire maintenant, de toute façon, on a Sapin 2, c'est obligatoire. Certes, mais on peut les travailler, ces chartes éthiques. De la même manière, on a des générations qui arrivent, qui veulent trouver du sens dans ce qu'ils font dans l'entreprise. Ils ne vont pas uniquement travailler dans une boîte pour travailler dans une boîte. Ils donnent du sens à ce qu'ils font. Donc ce sont aussi des moyens de travailler, de progresser et de retenir des valeurs. Faire du mécénat, des actions de protection de l'environnement, on est totalement dans la démarche RSE. C'est une valorisation, c'est aussi du marketing, certains diront, je suis tout à fait d'accord, mais ça apporte de la valeur à tout ce qui est immatériel dans l'entreprise. Autre domaine, donc, comme je vous en ai parlé, des plans de carrière et de rétention. Aujourd'hui, il faut encore les gens. La valeur immatérielle dans les services. La veille. Alors, plus classiquement, il y a la veille juridique. On en fait tous dans nos sociétés, tout simplement pour régler le risque de conformité réglementaire. Mais il y a aussi toute la veille de com aujourd'hui. Dans la plupart des entreprises aujourd'hui, même des sociétés comme les nôtres qui n'ont jamais été des brillantes dans la communication, non seulement il y a la com interne, il y a la valorisation de l'entreprise, etc., mais il y a surtout la recherche sur les réseaux sociaux, dans la presse. En fait, c'est la veille de l'image. On fait attention à son image, on essaye de la préserver. Et donc, une fois encore, on va rechercher des équipes qui savent faire de la veille en communication. Protection du savoir-faire aussi. On a très vite tendance à oublier, effectivement, même si ça semble une évidence, le savoir-faire, qu'est-ce qui fait que sur deux acteurs d'un même marché, vous allez être leader par rapport à un autre. Ce sont les gens, mais c'est aussi la qualité de votre savoir-faire. Vous êtes en mesure de délivrer le service attendu. Pourquoi? Parce que vous avez des process, parce que vous avez des méthodologies, parce que vous avez une façon de travailler. Ça se protège aussi aujourd'hui. Il faut faire attention à ces savoir-faire. Nous, dans notre hypothèse, très souvent, nous faisons attention aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que nos savoir-faire étaient recherchés, étaient regardés par nos compétiteurs. Et donc, nécessité, même avec certains clients qui rentrent de manière très vive dans notre activité, de protéger la divulgation de nos savoir-faire, de signer des accords de confidentialité, même avec des clients, de protéger de l'innovant non brevetable. Et tout ça, c'est vraiment la protection de l'immatériel. Dernier point, mise en place de programmes de formation à la gestion et à la communication de crise. Pareil, préservation de la réputation. Je peux vous assurer que nous, dans notre société, qui n'est pas hyper en avance là-dessus, ça y est, on a notre programme de gestion de crise, notre programme de communication, on a tout organisé parce que il y a un risque. On a un risque de gestion de crise potentiellement. Nous sommes sur une activité dangereuse. Nos véhicules roulent, sont sur la circulation. On a une part à prendre dans la prévention routière. Et si malheureusement, imaginez qu'il y avait un gros accident causé par un de nos véhicules, eh ben, il faut derrière avoir un programme de gestion de crise, de communication, etc. etc. Donc vous voyez, tout ça, ça progresse et les sociétés en prennent conscience. La difficulté, en fait, la nouvelle étape de cette prise de conscience, c'est, indépendamment de ce que j'ai développé, c'est est-ce que vraiment on protège suffisamment ces actifs? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut les protéger au moyen de nos solutions traditionnelles, que sont le transfert de risque, les contrats, etc. Là, je passe la main à Emmanuel qui va nous en dire plus. Merci. Alors en fait, oui, rapprocher ces deux mondes, hein, le monde des actifs immatériels et le monde de l'assurance, n'est pas aisé. Vous l'avez bien compris. La partie des actifs normés comptablement, incorporels, doit être identifiable, représenter un avantage économique, contrôlé, évalué avec fiabilité. C'est quelque chose qui n'est
qu'un début d'une approche de valorisation de l'entreprise. On le voit assez facilement dans les brevets, les marques, les dessins, dans les autorisations d'exploitation. Ça commence à devenir effectivement un petit peu plus imperceptible, mais c'est quelque chose qui fait un travail d'analyse lorsqu'on est dans les valorisations pour les acquisitions, les fusions-acquisitions, sur tout ce qui est ressources humaines, le capital humain, les équipes constituées. Il y a des sociétés où effectivement tout le servicing, tout l'expérience, l'expertise et cette transmission du savoir est clé pour l'entreprise. De même que les ressources structurelles, ça c'est la gouvernance, la façon dont effectivement l'entreprise communique, inspire la confiance auprès des investisseurs, des actionnaires, des salariés, des acheteurs, des consommateurs. Ce climat relationnel que l'on peut développer, les prises de position, même parfois des entreprises sur des sujets sociétaux, sont des choses qui se répercutent sur leur valorisation, en bien ou en mal. La plupart du temps, on le voit en mal quand une société se prend les pieds dans le tapis et qu'on voit tout de suite, si elle est cotée en bourse, la façon dont c'est répercuté. Alors effectivement, le but, après, en tant qu'assureur, c'est d'essayer d'imaginer tout ce monde des préjudices économiques, financiers, comment est-ce qu'on peut le prendre en considération dans des contrats d'assurance pour essayer d'apporter une couverture qui, même si elle n'est pas totale, peut au moins apporter des solutions risk manager. Donc on rentre forcément déjà à la base, qui dit immatériel, on va prendre le mot immatériel, sur les dommages immatériels, qu'ils soient causés ou subis. Donc c'est vrai qu'après je développerai plutôt les assurances de dommages ou les assurances de responsabilité civile. Mais pour ce qui concerne effectivement déjà la définition par elle-même des dommages immatériels, on a la plupart du temps une définition par défaut. Ça n'est pas ce qui est corporel ni matériel. Donc là, vous avez tout un périmètre extrêmement vague qui permet effectivement d'avoir une certaine souplesse en définition positive de garantie. Ce qui, à la rigueur, là, c'est mon côté juriste qui revient, pose peut-être aussi un problème de légalité des exclusions, qui doivent être précises et limitées lorsque on a des exclusions qui font appel à la notion d'immatériel. Mais la plupart du temps, on rentre aussi dans des immatériels qui sont consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis. Après, vous avez tous les dommages immatériels non consécutifs, qui peuvent être des consécutifs à du non-garantie, ou ce qu'on appelle les immatériels purs, c'est-à-dire les immatériels qui sont liés à aucun dommage. Donc on est assez créatif en France, faut pas se jeter des cailloux quand on essaie d'avoir des discussions avec les Américains sur les dommages immatériels non consécutifs. En général, les gens qui ont eu ce genre de débat, on part de loin et on n'est pas sûr d'avoir bien fait passer tous les messages. Mais effectivement, on arrive à être assez créatif sur la perception de ce qu'on peut essayer de couvrir et qui a un sens. Après, on a tout un scope énorme de frais que l'on retrouve dans des garanties de dommages ou de responsabilité civile qui, au final, représentent des coûts relativement énormes pour les sociétés. Je parlerai aussi indirectement aussi des gestions de crise qui, là, sont à la fois une prise en charge de certains frais, mais surtout une façon de gérer en réactivité le fait que les assureurs ont dû se mettre en place une organisation qui permette d'être au rendez-vous de l'urgence de la situation, car effectivement, le facteur temps est déterminant et va avoir un impact croissant sur éventuellement les dommages que va subir la société, notamment sur sa réputation. La réputation et la confiance étant vraiment des choses qui sont mises en avant. Je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites en 2016-2017 par différents grands courtiers, mais par d'autres organismes, sur le fait que dans les risques d'entreprise identifiés, le numéro 1, qui arrive toujours au top numéro 1, c'est le risque de réputation pour l'entreprise. Tout simplement parce que ce sont des leviers de création de valeur, de compétitivité. Lorsque l'on fait une photo sur une valorisation d'entreprise, on s'arrête à un instant T et on essaye d'imaginer sa capacité de développement. Donc il faut essayer de projeter tous ces éléments-là dans l'avenir. Je ferai aussi une petite analyse des pénalités et des sanctions. Ça fait l'objet déjà d'ateliers assez mouvementés ce matin, pour montrer que le sujet n'est pas aussi évident qu'on peut l'imaginer. Alors, dans les couvertures classiques, que ce soit dommage ou responsabilité civile, c'est vrai qu'en dommage, la plupart du temps, le gros, ça va être constitué à la fois par des frais et par des pertes d'exploitation. On pourra aussi avoir éventuellement des carences de fournisseurs, que ce soit sur tout un tas de types de dommages, de la fraude. Alors, j'ai noté éventuellement les erreurs sans désordre. Je ne sais pas s'il existe encore des parkings souterrains qui sont construits sans rampe d'accès. Ça fait toujours sourire, mais ça coûte extrêmement cher. Mais ce sont des exemples types que l'on peut rencontrer où effectivement il n'y a aucun dommage, mais pourtant on a une perte financière assez énorme à combler. Je n'ai pas encore là la vocation ou la volonté ou le souhait de pouvoir être complètement exhaustif, et je pense que même pour vous, il ne s'agit pas de balayer tous les types d'assurances pour essayer d'imaginer où est-ce qu'on a des couvertures immatérielles. Le but, c'est plutôt de partir sur les grands principes, la façon dont les assureurs se calent, et puis d'essayer de voir jusqu'où on peut aller en étant extrêmement créatif, tant en dommages qu'en RC, et de voir après quelles sont les perspectives d'avenir que l'on peut avoir avec les limites auxquelles on fait face.
En responsabilité civile, et là je vais peut-être prendre ça sous un angle du prisme, qui est mon domaine, qui est la responsabilité des dirigeants et des lignes financières, on n'a pas seulement le classique frais de défense et dommages et intérêts, éventuellement, y compris sur les punitive damages, puisque la Cour de cassation a considéré que c'était légal en France, même si ça doit être proportionné aux dommages, donc on revient un petit peu, on tourne en rond. Mais on va un petit peu en amont sur tout ce qui est réclamation, enfin avant la réclamation, sur les frais d'enquête, les frais de comparution, les frais de prévention qui permettent effectivement à l'entreprise de pouvoir stopper le sinistre le plus tôt possible avec le concours financier effectivement d'un assureur, dès lors qu'on a déterminé qu'il y a des éléments objectifs qui font qu'il vaut mieux prévenir que guérir et effectivement arriver en amont. Alors si on voit les évolutions, je prends 2 exemples à la fois en dommages et en RC, sur où est-ce qu'on peut essayer de pousser un petit peu la prise en charge de notions beaucoup plus immatérielles. J'ai pris comme exemple en dommage l'assurance indicielle, donc paramétrique, qu'on retrouve au niveau de la gestion de l'aléa climatique. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, en utilisant les bases de données météorologiques, et autant vous dire que quand vous voyez la taille des ordinateurs qui tournent pour faire tourner les modélisations météo, il y a de la donnée. Alors ils ne sont toujours pas aussi forts, sauf pour Roland Garros, quand ils arrivent à trouver un secteur vraiment bien défini, je pense qu'ils sont au point. Mais je pense que c'est un peu la même chose. On peut arriver, par zone géographique, à arriver à avoir des modèles où on peut déterminer des seuils qui conviennent effectivement aux assureurs par rapport à leur expérience acquise, sur le fait qu'on peut déterminer qu'en fonction d'un seuil d'ensoleillement, de pluviométrie, les rendements ne seront pas en rendez-vous et effectivement il y aura une perte qui sera subie par les agriculteurs. Donc c'est effectivement l'agriculture qui a été le pionnier pour ce type d'assurance. L'énorme avantage, c'est que ça a permis effectivement d'avoir des modèles où on a essayé de pousser la précision et la fiabilisation des modélisations. On a surtout une certaine homogénéité dans la prise en charge des sinistres. On ne va pas dépendre de la bonne humeur ou pas d'un expert. Les choses sont à peu près les mêmes pour toutes les personnes qui ont été impactées dans cette zone. Et puis surtout, ça facilite les réglementations, enfin les indemnisations, puisqu'on n'a pas de querelle d'expertise. On a déjà des modèles qui ont été prédéfinis et préacceptés à la fois par l'assureur et puis par l'assuré. Ça a été développé sur les activités météo-sensibles, que ce soit l'habillement. C'est clair que les vendeurs d'écharpes et de parapluies regardent toujours la météo pour savoir s'ils vont faire une bonne journée ou pas. Les loisirs, les parcs d'attractions, l'habillement, les énergies renouvelables, sur les quantités de consommation d'énergie. Sur toutes des choses où effectivement la modélisation grâce aux données ont permis de pouvoir, et c'est ça la grande évolution, on est passé de l'assurance d'un bien, qui était l'assurance, le but classique d'une assurance de dommages, la couverture d'un bien, une usine, elle brûle, on refait l'usine, à la garantie d'un revenu, d'un rendement. On essaie de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il doit obtenir de cette parcelle, et on va effectivement déterminer des seuils, et ensuite on enclenche directement, de façon forfaitaire, une indemnisation. En matière de responsabilité civile, en fait, la meilleure façon d'arriver à avoir une évolution des contrats, c'est de coller à la responsabilité, tout simplement. Et c'est vrai qu'en termes de responsabilité, on a affaire à des choses qui sont extrêmement créatives. La réalité dépasse la fiction. Donc ce qu'il faut s'assurer, c'est que les contrats collent toujours bien à l'évolution des lois, des réglementations et de la jurisprudence. Donc on le voit, et là je vais encore le prendre peut-être sous un angle un petit peu risque financier, vous m'en excuserez, mais c'est vrai que c'est assez divers et varié. Donc vous avez les pertes de chance, hein, on le voit notamment en matière actionnariale, c'est quand même à la base la notion de perte de chance qui est rentrée pour l'indemnisation des actionnaires sur des actions individuelles lorsque la communication financière n'est pas bonne. Les préjudices d'angoisse. La majorité des réclamations et des litiges liés à l'amiante, en termes de nombre, hein, ne sont pas liés à des gens qui ont souffert de problématiques liées à l'amiante sur des maladies déclarées. C'est la peur de développer l'amiante parce qu'ils savent qu'ils ont été exposés, mais ils n'ont pas encore développé de maladie. La pollution, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a quelque chose qui est arrivé sur un grand groupe automobile qui a eu des problèmes avec ses rejets de pollution, que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît, qui a fait l'objet en fait, d'une condamnation, ou du moins d'une tentative pour l'instant de condamnation, je ne sais pas s'il a été verrouillé ou pas, mais au Québec. Ce qui est assez intéressant, c'est que, alors que les indemnisations qu'on voit ou les sanctions auxquelles elle a été condamnée sont plus sur des clients qui ont acheté les véhicules, ou éventuellement sur les aides d'État, dont on estime qu'il y a eu une fraude sur la participation sur le seuil qui était effectivement faussé, là, l'indemnisation a été donnée aux habitants du pays, qui ont respiré l'air pollué. Donc au Québec, heureusement, ils ne sont pas trop nombreux, ça n'a pas coûté trop cher. Vous imaginez si les tribunaux chinois se mettent à avoir la même jurisprudence. On a les préjudices moraux de la personne morale, ce sont des choses aussi qu'on voit arriver, je le développerai tout à l'heure dans un des exemples au niveau de la propriété intellectuelle. Les préjudices subjectifs de peine. Et encore, c'est de l'anecdote, hein, mais vous avez des fan clubs de Michael Jackson qui ont poursuivi le médecin qui a surdosé
la dose fatale malheureusement aux chanteurs. Les préjudices sexuels, là, ça aussi, ce sont des choses. Alors là, je me rappelle d'exemples assez croustillants donnés par notre professeur Jérôme Kuhlmann sur des accidents de tram ou de bus avec des femmes qui s'étaient pris des barres suite à un freinage intempestif et qui étaient devenues soit frigides, soit nymphomanes. Enfin bref, on avait la plainte du mari qui effectivement estimait qu'il avait un préjudice sexuel, trop ou pas assez, je ne sais pas. Mais en tout cas, les juges étaient là en train d'essayer de déterminer par des courbes de l'INSEE, d'espérance de vie, du prix de la passe moyen dans les prostituées dans la région, savoir quel était le quantum d'indemnisation qu'on devait au mari. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Quand ça arrive dans les tribunaux, on essaie de faire au mieux et les assurances sont là pour épauler. Le devoir de vigilance, pour devenir un petit peu plus concret, ce sont des choses qui aujourd'hui font l'objet de réglementations assez sévères. Ça part toujours d'un bon principe. Parce qu'effectivement, par rapport à ce qui s'est passé dans des zones en Inde avec de la sous-traitance à outrance, le respect d'une certaine dignité humaine, de règles de sécurité sont importantes et c'est effectivement logique. Encore faut-il que la société ait les moyens de pouvoir les faire respecter lorsqu'on commence à lui dire qu'elle doit le faire respecter au-delà du périmètre de groupe consolidé, avec des prestataires qui sont en relation économique d'affaires. Donc là, voilà, on a des exemples où on se doit de surveiller quelque chose en amont, en aval, mais sur lequel on n'a pas forcément les moyens de l'imposer, et ça pose tout un tas de soucis. Les actions de groupe, que ce soit en RGPD, vous avez quand même vu qu'on est passé à la fois des actions pour faire cesser l'atteinte à la protection des données, à la demande d'indemnisation des réparations des dommages. Vous avez aussi en matière de discrimination, donc il y a des actions qui ont été lancées en matière de discrimination syndicale. En tant qu'assureur, celle qui nous fait un petit peu peur en ce moment, c'est tout ce qui est lié à la discrimination sexuelle en matière de parité salariale. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises, je pense, ne se rendent pas compte que le fait de ne pas mettre en place des plans de lutte contre les problématiques de discrimination éventuellement salariale entre hommes et femmes peut exclure les entreprises des appels d'offres publics et puis peut surtout les astreindre à des lancements d'actions de groupe en France. Abstention fautive du dirigeant, ça aussi il faut l'avoir en tête. Les dirigeants sont plus aujourd'hui non plus à devoir attendre qu'on démontre une faute de gestion pour les mettre en cause. On est plus là à considérer que s'ils n'arrivent pas à démontrer qu'ils se sont opposés vigoureusement la plupart du temps par une démission, on arrivera de toute façon toujours à considérer qu'ils ont cautionné la décision qui éventuellement était dommageable par la suite. Les présomptions de lien de causalité avec les faisceaux d'indices graves et précis concordants. Là, c'est la décision de la communauté de justice, la communauté européenne, qui a eu en matière de vaccin hépatite B le lien avec la sclérose en plaques. Donc c'est des choses où alors que la preuve n'était pas établie, n'avait pas été retenue par les juridictions françaises, l'Europe a clairement, sur interrogation de la Cour de cassation, déterminé qu'on pouvait établir un lien de causalité sur ces présomptions de lien de causalité. Les renforcements des réglementations, les conventions judiciaires, tout ça, ce sont des domaines sur lesquels, en fait, on voit quand même un avenir assez sombre, beaucoup de potentialités de condamnation, et c'est aux assureurs, effectivement, de pouvoir y répondre en faisant suivre et en adaptant leur contrat à ce type d'exposition. Maintenant, il y a des garanties qui sont vraiment purement dédiées aux immatériels. Et ça, c'est vrai que quand on sonde les personnes, en général, la plupart du temps, on va avoir ce type de contrats qui vont arriver dans l'esprit des gens. L'assurance de la propriété intellectuelle, qui effectivement se veut, son cœur de couverture, c'est la protection en attaque et en défense, bien entendu, avec tous les cortèges de frais que ça peut engager, de traduction, de défense, de recours, etc., que ce soit pour eux ou pour des clients éventuels, lorsqu'effectivement il y a une contestation de contrefaçon sur des brevets, sur des marques, sachant que j'attirais votre attention sur le fait que les réparations ici qui sont infligées vont au-delà du principe classique que l'on reconnaît en matière de réparation classique en RC. On n'est pas sur la réparation du préjudice pour remettre la victime dans l'état où elle l'était avant. On va aller bien plus loin, puisque le Code de propriété intellectuelle que je vous ai rappelé là, le 331.1.3, impose un principe qui est que le juge va déterminer les dommages et intérêts, non seulement en fonction de la perte qui a été subie par l'assuré, mais aussi du préjudice moral de la société qui a subi l'atteinte au droit, mais aussi, et là c'est le côté sanction un peu de la faute lucrative, de l'avantage et du bénéfice qu'a retiré l'auteur de l'atteinte au droit ou de l'économie d'investissement qu'il a fait. En matière d'assurance cyber, là encore, les assureurs vont assez loin, puisqu'on va au-delà de l'attaque malveillante informatique. On couvre aussi parfois les erreurs, les fuites de données éventuellement personnelles ou sensibles, avec tout ce cortège de garanties qu'on synthétise, on va dire, sous différents blocs, qui sont d'abord la garantie
de gestion de crise. Et là, l'importance, c'est effectivement d'arriver à établir des liens directs entre les prestataires, ne pas passer par un schéma classique de courtier, assureur, expert, où on arrive 3 ans après la bataille, parce que ça n'arrive jamais pendant les heures ouvrées, en général, les attaques informatiques. Ensuite, la garantie plutôt de dommages, où on va être sur une garantie de frais, à la fois de frais de reconstitution, supplémentaires d'exploitation, d'expertise, toutes les pertes d'exploitation qu'on peut avoir, bien entendu, de carence de fournisseurs qu'on peut avoir dans un lien, y compris au niveau de la RC, des pénalités, des sanctions qu'on a aussi dans les contrats, avec toujours cette problématique de savoir jusqu'où on peut aller sur l'enjeu juridique. Mais c'est cette prise de conscience qui est qu'on n'est plus tellement dans l'analyse de l'outil informatique de l'entreprise, mais plutôt de l'entreprise informatisée et en interconnexion dans sa chaîne et dans sa filière. On a fait des travaux au sein de l'IRT Système X en lien avec la FFA, donc j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient là dans la salle, justement de modélisation, à la fois de travail sur l'intangible, sur qu'est-ce qu'on peut couvrir dans le cadre des attaques cyber, et puis les problématiques d'attaque par filière. Et notamment là, en l'occurrence, on avait travaillé sur la filière aéronautique, puisque là, en plus, on a des problèmes de certification. Donc une attaque à un endroit de la chaîne peut causer des pertes de certification si effectivement on a une rupture d'approvisionnement et on a des délais qui font que les produits ne sont plus certifiés. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. L'interdépendance des acteurs entre eux est quelque chose qu'on doit essayer de rentrer en ligne de compte, y compris avec nos gestions de cumul. Je vous ai aussi mis, là c'est plus pour l'anecdote parce qu'on est sur des garanties un peu plus exotiques, mais c'est pour montrer le côté un peu créatif que peuvent avoir les assureurs sur les garanties qu'on appelle loss of attraction ou menaces en matière terrorisme, où là on va aller au-delà d'une société qui aurait subi éventuellement une attaque terroriste pour couvrir ses frais et ses pertes, en allant sur des sociétés, enfin des hôtels ou tout un tas de commerçants ou d'entreprises qui en fait sont indirectement impactés car ils se trouvent dans une zone géographique qui effectivement fait qu'on a une baisse de fréquentation ou on a une interdiction d'accès qui fait qu'on a une perte. Donc on a la possibilité éventuellement de couvrir ces pertes indirectes par ce type de garantie. Vous avez aussi ce qu'on appelle les assurances Death, Disability and Disgrace. Alors c'est vrai que c'est du vocable anglo-saxon, je m'en excuse, mais c'est comme ça, c'est vrai que c'est plutôt les anglo-saxons qui les ont développés et qui ensuite les ont mis sur les marchés. Là on est sur effectivement complètement quelque chose qui ferait bondir pas mal de personnes, mais qui sont sur la gestion de la réputation, sur la moralisation des comportements. On peut comprendre que des marques qui prennent des égéries ou des vedettes stars pour représenter leur image se doivent de respecter un certain comportement. C'est clair qu'il faut varier selon le profil. Vous avez, ça part de Booba jusqu'à Nathalie Portman. Mais je pense qu'effectivement, en fonction de la volonté de la marque de respecter une certaine éthique comportementale, il peut y avoir, s'il y a un défaut, des conséquences financières sur des annulations de campagnes de publicité, des scandales. Alors la presse s'en est fait écho, mais vous avez des coups sur Netflix, sur Kevin Spacey, qui a quand même coûté pas loin de 50 millions de dollars. Vous avez carrément des films qui ont été refaits dans leur intégralité par rapport à ces problèmes-là. Vous avez une célèbre marque de montre qui a eu quand même des problèmes par rapport à des équipes cyclistes. Enfin, ce sont des choses effectivement qui peuvent poser problème et sur lesquelles on essaye parfois d'apporter des solutions d'assurance. Alors, qui veut peut, encore faut-il pouvoir. Les obstacles aujourd'hui qui font que les assureurs ne peuvent pas éventuellement aller plus loin, ils sont, je dirais, de 3 ordres. On a l'obstacle technique qui est lié à l'évaluation du préjudice. Essayer d'avoir des critères objectifs, fiables, opposables, qui rentrent dans le champ contractuel d'acceptation, qui font qu'effectivement on est d'accord sur cette valorisation. Maintenant, la problématique, c'est le manque de données pour pouvoir essayer de modéliser certains risques qui sont nouveaux, émergents et sur lesquels on n'a pas ces retours d'informations. On a des obstacles juridiques qui sont de trouver effectivement le lien causal entre l'événement et le dommage qui est subi. On le voit bien sur, par exemple, les zones d'environnement entre une perte d'exploitation et un attentat. Jusqu'où est-ce qu'on met le trait? Est-ce que c'est à l'intérieur du périphérique? Est-ce que c'est à côté de l'aéroport? Il y a un moment, ce sont des choses qu'on doit essayer de rendre compte pour savoir si effectivement une perte d'exploitation a un lien avec quelque chose qu'on a couvert ou pas. Il y a le respect de l'ordre public économique, parce qu'on a quand même des régulateurs qui aujourd'hui sont extrêmement rigoureux dans la volonté de faire respecter des réglementations et qui imposent, sous un angle, je dirais, d'éviter que l'assurance serve à cautionner certaines dérives, le fait de ne pas pouvoir tout prendre en charge. On a aussi bien entendu la faute intentionnelle, mais la faute aussi dolosive, qui on va dire, aujourd'hui va bien plus loin, puisqu'on est sur des comportements qui ne sont pas forcément avec la volonté du résultat dommageable, mais qui sont tout simplement avec une
une quasi-automaticité, une perte d'aléa parce qu'on va avoir un dommage qui est quasi certain dans la façon dont les choses ont été commises. On a aussi maintenant une jurisprudence qui se développe beaucoup en matière de faute de la victime. Si je prends un exemple concret sur les fraudes aux faux présidents, vous avez maintenant donc des juges qui font des partages de responsabilités, y compris avec la victime, si elle a été extrêmement crédule par rapport aux indices qu'elle avait pour juger éventuellement de la fraude, ou si elle a réagi avec un délai qui était inadéquat. Dans ces cas-là, effectivement, la perte qu'elle a subie, on va considérer qu'elle ne peut pas bénéficier de l'intégralité de l'indemnisation, elle doit en supporter une partie. Donc ça, ce sont des choses, effectivement, en matière comportementale dont on doit prendre compte pour avoir, effectivement, une qualité de couverture. Après, je dirais, c'est l'obstacle financier. Tout simplement, en matière de résilience, l'assurance, c'est une mutualisation de primes pour pouvoir financer des sinistres. Il est clair que quand on nous demande et quand on voit les valorisations de sociétés, que ce soit des sociétés de luxe, etc., où on voit que la marque, les intangibles, les sociétés du numérique, du digital, qui sont extrêmement valorisées sur des choses difficilement quantifiables, si on veut nous faire prendre ça en charge, donc on rajoute 6 ou 9 zéros aux potentialités de dommages, il faut que les primes suivent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question que je te pose, Elisabeth, vous êtes prêt à rajouter quelques zéros sur les primes d'assurance pour pouvoir permettre aux assureurs, effectivement, de relever ce challenge? Je ne sais pas. La pérennité du marché, ça c'est un enjeu des assureurs. Donc il y a des articles qui sont parus ce matin sur la chasse aux couvertures silencieuses en matière de cyber, mais c'est effectivement la volonté pour les assureurs d'être résilients et d'être là. C'est à eux effectivement de savoir s'ils peuvent arriver à soutenir et à faire face à une multiplicité de sinistres, où on le voit en matière cyber par exemple, on parle de CAT-TECH, de catastrophes technologiques par rapport aux catastrophes naturelles. On est sur des scénarios où les faits générateurs transgressent largement facilement toutes les frontières. Donc on est sur des choses où on n'a pas de limite géographique, on n'a pas de limite dans le temps. Les attaques, elles sont à redondance, elles reviennent de façon permanente. On a des problématiques de liens de causalité sur les événements. Donc on a une réelle problématique d'enjeu, effectivement, sur la résilience quand on est assureur. Alors les perspectives, parce qu'il faut quand même essayer de terminer sur une note positive, c'est qu'on pourrait essayer d'imaginer, et ça c'est par la maîtrise des données, même si là encore on a un autre obstacle, c'est la RGPD. Si on est sur des données météo, effectivement, a priori on n'est pas sur la donnée personnelle, mais si on commence à essayer de rentrer sur de l'analyse extrêmement approfondie sur les données, on peut essayer d'imaginer de trouver de nouveaux seuils d'indices qui permettraient éventuellement de déterminer quand est-ce qu'on peut avoir un déclenchement pour pouvoir avoir une indemnisation si on a des seuils qui nous conviennent et qui font tout simplement écho à des analyses qu'on a pu faire sur le passé et qui nous montrent la réalité du préjudice. Que ce soit sur les clients en matière de perte de confiance, on le voit directement sur le chiffre d'affaires, que ce soit sur les investisseurs et on le voit éventuellement sur le cours de bourse, ou que ce soit pour les employés sur ce fameux capital humain de personnes éventuellement qui partent ou qu'on n'arrive pas à embaucher. Cette modélisation, on a pu avoir quelques exemples parfois. Le rachat de Yahoo, l'attaque cyber qu'il y a pu avoir entre la différence de valorisation avant et après l'attaque. Bon, on a un élément où on voit effectivement que Yahoo post-attaque vaut moins cher qu'avant. Cet impact de réputation, voilà, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut essayer de se créer des bases pour essayer de déterminer quand est-ce qu'on peut déterminer quelque chose qui ne va pas. Les avocats américains font bien des modélisations sur les chutes de cours dans un temps donné avec des benchmarks sur des compétiteurs pour lancer des class actions dès qu'ils suspectent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ils ne savent pas encore pourquoi ils attaquent, ils verront plus tard. Mais ils estiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal parce qu'ils font des analyses de cours. Bon, je pense qu'on peut peut-être le prendre de façon vertueuse et essayer d'imaginer comment est-ce qu'on peut modéliser des impacts entre des événements qu'on a déterminés, qu'on pourrait garantir, et éventuellement des soldes d'indemnisation sur lesquels on se met d'accord et en fonction desquels on tarife des primes. Mais surtout, je pense qu'une des orientations, c'est surtout une complémentarité avec le partenariat. Prévention et puis protection. Alors, si je prends un contre-exemple, je vais prendre l'exemple de l'article L122.1 du Code des assurances, qui définit l'assurance incendie comme étant... qui définit l'incendie comme étant forcément avec des flammes, sauf si ça a été prévu différemment dans le contrat. Et on peut imaginer quelqu'un qui a sa voiture avec un beau jet de fumée et qui se range vite sur le côté, qui sort son extincteur et qui éteint tout ça très rapidement, se retrouve non couvert par son assureur incendie si effectivement il a un contrat de base qui prévoit que dans l'incendie, tant qu'il n'y a pas de flamme, on ne couvre rien. Alors de là à dire que la personne doit se garer, doit ensuite... ouvrir le capot, attendre gentiment avec son iPhone pour filmer le temps qu'il y a un brasier pour effectivement ensuite pouvoir essayer d'intervenir pour couper les débats. C'est une chose, mais ce n'est pas la volonté des assureurs. Je pense qu'en prenant cet exemple poussé à l'extrême, bien entendu, la volonté des assureurs, c'est d'épauler les assurés
Et éventuellement, par notre expérience, notre partage de ce qu'on a pu vivre, des experts avec lesquels on est en lien d'affaires, on peut éventuellement essayer de pouvoir avoir des partenariats proactifs au fil du temps qui nous permettront, certes, éventuellement de diminuer la probabilité de survenance du risque et du sinistre, mais même s'il intervient, d'essayer d'en diminuer l'impact. Car de toute façon, à la base, on le voit bien souvent en responsabilité civile, il y a une convergence entre l'assureur et l'assuré pour se défendre vis-à-vis du tiers. Mais en dommage, je dirais qu'on a la même chose. On n'est pas seulement dans une guerre de tranchées à savoir s'il y a un gagnant ou un perdant à la fin de l'année, selon qu'il y a ou pas un sinistre. Il y a de toute façon la franchise, il y a la réputation, il y a tout un tas de choses qui font que l'assuré lui-même, de toute façon, n'a pas forcément intérêt, s'il a la possibilité de le faire, à enquiller un énorme sinistre et à le mettre à la charge de l'assureur. Maintenant, à l'assureur aussi de ne pas être trop passif et à attendre en priant qu'il ne se passe rien. C'est à lui aussi peut-être de tendre la main et d'essayer de savoir parmi ces assurés quels sont ceux qui effectivement sont ouverts à bien protéger, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas assurer aujourd'hui et des choses qui ne sont pas assurables. Donc c'est ce partenariat aujourd'hui qui effectivement pour nous est la clé de l'évolution future. Et je te laisse conclure. Oui, pour conclure sur le sujet, justement, on souhaitait vous apporter un peu l'expérience du risk manager, effectivement, dans cette relation avec l'assureur. Pour nous, ce qui est fondamental, en fait, c'est de se dire, on a parlé de ces actifs immatériels, de leur immense importance dans la valorisation des entreprises, de la difficulté qu'on a potentiellement à les préserver, à les protéger. Et c'est pourquoi, en fait, on se rend compte au quotidien, je vais vous donner l'exemple peut-être qui est le plus simple à comprendre, effectivement, d'une perte de données SI irrémédiable sur une société qui est extrêmement dépendante de son réseau informatique, de ses données, etc. Potentiellement, ce genre d'incident, ce genre de sinistre peut vous conduire peut conduire la société à une situation ou bien de perte de valorisation, ou bien de perte ou de ralentissement d'activité, voire même mettre en jeu sa survie en fonction du type d'activité que vous avez. Et c'est pourquoi, en fait, le titre qu'on a indiqué pour cette conclusion, c'est prévention et partenariat avant tout. Notre objectif aujourd'hui, que ce soit dans les comités exécutifs, conseils d'administration et pour les risques managers, c'est effectivement, quoi qu'il en soit, vous allez me dire, c'est déjà le cas, c'est classique, mais vraiment sur ces typologies de risques, c'est vraiment de faire en sorte que les sinistres ne se produisent pas. Et donc, ce qu'a posé très très bien Emmanuel, c'est que il y a quand même une évolution aujourd'hui dans la relation société-assureur, société-courtier, vers une évolution, ce que j'appelle les postures classiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les risques sur l'immatériel, on ne va pas tant raisonner en assureur-assuré, sinistre, transfert, indemnisation. Ça ne marche pas. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ne prenne pas le risque de la perte de l'immatériel. Et je pense qu'effectivement, le marché de l'assurance, ma perception en tant que risk manager de l'évolution du marché de l'assurance, au moins ces 5 dernières années, va dans ce sens-là d'une amélioration du partenariat. Je vous dis, notre expérience dans ce domaine, ça a été typiquement pour le cyber. Grosse ETI, l'informatique a une certaine importance, comme la plupart des sociétés. Ce n'est pas forcément notre risque majeur, mais quoi qu'il en soit, c'est un risque important. On a mis des années à se décider à souscrire une police cyber. Pourquoi ? Parce qu'on était conscient de l'importance de nos données informatiques, de leur protection, des risques encourus. Mais concrètement, quand vous regardiez les polices, moi, honnêtement, je ne savais pas ce qui était garanti. Justement, on était dans le royaume de l'immatériel. Donc, j'avais un sinistre cyber, ça se matérialise comment ? C'était complètement impalpable. Et donc, en accord avec mes collègues au comité exécutif, nous avons attendu de voir un peu comment le marché évoluait, jusqu'à ce qu'enfin, on commence à percevoir dans les polices des indemnisations ultra concrètes, du vrai risque, et on en revient un peu de l'immatériel qui se matérialise, en fait, pour faire l'objet d'une indemnisation ou d'une assistance. Et là, on s'est dit, OK, là, on touche quelque chose. Et notamment, moi, à titre personnel, ce que j'ai plaidé pour qu'on accepte d'investir en fait dans ce produit, et ça a été notamment toute l'assistance, tout le panel de services et d'assistance complémentaires qui était apporté indépendamment de la pure indemnisation. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des polices, ce que vous avez, c'est en cas d'accident, vous avez un recours à des experts techniques qui permettent d'aller
trouver d'où vient la problématique et laisser éventuellement vos équipes SI essayer de gérer, j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'anglicisme, mais le run, enfin le quotidien, de faire en sorte qu'on limite nos pertes d'exploitation. Et vous avez aussi, tout simplement, notamment dans le cadre du RGPD, le soutien pour la gestion de crise et les exigences de notification. Pour être très honnête, dans notre société, on n'a pas des fonctions support hyper développées. Enfin, on est présents, toutes les fonctions sont présentes, mais nous ne sommes pas nombreux. C'est pas là forcément qu'on va investir le plus dans le personnel. Et demain, j'ai une obligation de notification RGPD, mais moi, je ne sais pas faire. Je n'ai pas suffisamment de gens pour aller me mobiliser toute la base client, etc., etc. On a besoin d'assistance. Et typiquement, aujourd'hui, dans les polices, moi, c'est quelque chose qui a été un déclencheur aussi, indépendamment de la qualité de l'indemnisation du sinistre, mais c'était aussi toute cette assistance. Et autre chose, on est sur l'immatériel, on est typiquement sur ces risques qui sont mouvants, qui bougent tout le temps, qui évoluent. Et là-dessus, sincèrement, en tant que risk manager, vous pouvez vous trouver relativement seul parce qu'on n'est pas des machines à veille non plus. Hein. On a aussi un rôle opérationnel, on a énormément de choses à faire. Et on peut aujourd'hui trouver, enfin on trouve concrètement, une assistance extrêmement intéressante, importante de nos courtiers, de nos assureurs, pour nous alerter effectivement sur les évolutions, vous apporter de l'information, etc., pour vous permettre de tout le temps essayer d'améliorer vos pratiques en interne, d'apporter les bons discours, de solliciter les bonnes personnes. Et ça aussi, c'est primordial. C'est pourquoi aujourd'hui, donc, dans ce rôle en fait de partenariat, d'accompagnement, j'ai envie de dire de guidage avec nos partenaires assureurs et courtiers est absolument fondamental. Et le rôle donc de l'assureur, à mon sens, dans ma perspective de risk manager, a vraiment évolué. D'une part, donc dans ce rôle de prévention et de conseil. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, si on travaille dans un partenariat intelligent, on ne va pas se contenter de remplir juste un questionnaire et se dire c'est bon, je lui ai mis ce qu'il me voulait, boum, ça va, j'ai pas d'augmentation. Sur des risques aussi importants, il faut faire un petit effort, il faut discuter, il faut parler avec des experts, il faut aller chercher des idées. Et souvent, il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Il y a des indicateurs, il y a des choses que vous pouvez faire dans une société pour apporter un conseil supplémentaire et limiter les risques au maximum. C'est vraiment pour moi de l'essence du rôle du risk manager. Ensuite, si la crise arrive, bien évidemment, c'est ce qu'Emmanuel a expliqué, la mitigation. Personne n'a intérêt à ce qu'une crise se développe et s'envenime. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble justement pour limiter le risque. Donc typiquement, ce sont l'assistance de ces experts, de ces conseils, de toutes ces personnes qui vont nous aider à limiter le risque. Et ça, c'est un rôle fondamental si on va un step further, comme on dirait. C'est l'impact, donc certes sur la limitation des dommages, matériels, perte d'exploitation, mais aussi sur les risques de mise en cause de l'entreprise ou la responsabilité des dirigeants. Donc tout ce travail-là qu'on fait avec notre partenaire, parce que vraiment c'est une dimension partenariale, c'est extrêmement important dans la limitation du risque. Et bien évidemment, si malgré tout ça, le sinistre se matérialise, espérons déjà que son ampleur a été limitée. Et là, l'assureur, j'ai envie de dire, reprend son rôle traditionnel de l'indemnisation, pour lequel j'espère que vous avez bien négocié vos clauses. Et bon, mine de rien, c'est quand même un accompagnement fondamental qui nous permet de nous redresser plus rapidement en cas de risque. Mais voilà, moi, c'est ma vision de risk manager. Aujourd'hui, je pense que ce partenariat est fondamental sur cette typologie de risque pour nous permettre d'avancer et surtout de rester toujours au niveau de l'évolution permanente de ces risques. Merci beaucoup à nos intervenants qui, avec beaucoup d'enthousiasme, nous ont fait partager leur vision, leur analyse des actifs immatériels et de tous les enjeux de l'assurabilité de ces actifs et du traitement des sinistres, des atteintes à ces actifs immatériels. On a vu, je crois, et mon spoil initial finalement a un peu servi de fil conducteur aux différentes interventions. On a vu à quel point il n'y a pas de définition claire, il n'y a pas de définition unique, il y a quelques définitions. Il y a une part quand même assez large à la définition contractuelle par les parties dans la police d'assurance, apporter des précisions exactement de ce qu'on souhaite couvrir, dans quelles conditions, c'est absolument essentiel. Il faut pas il faut faire preuve d'analyse en amont sur quels sont les enjeux en matière d'actifs immatériels pour l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut bien les traiter par le transfert à l'assurance pour qu'au moment du sinistre, si jamais sinistre il y a, on n'ait pas de mauvaise surprise.
Emmanuel nous a fait part notamment des obstacles qu'on pouvait rencontrer pour assurer les actifs immatériels, que ce soit des obstacles de nature juridique, technique ou financier. Mais en même temps, je crois qu'on a vu à quel point on avait déjà beaucoup progressé. Ces obstacles tombent au moins partiellement les uns après les autres. Et donc, oui, effectivement, on repousse les limites de l'assurance et des risques d'entreprise. En tout cas, nous, c'est notre conviction. C'est vraiment une frontière qui est en train d'être repoussée, et c'est absolument passionnant. Et merci encore à nos participants d'avoir partagé avec nous leur vision du sujet. Ce que je vous propose, c'est d'échanger avec la salle. On vous a proposé dans les slides qui seront à votre disposition sur le site de l'AMRAE à partir du début de semaine prochaine. On vous propose quelques liens vers de la documentation complémentaire. Et donc je vous propose de passer aux questions. Si quelqu'un ose poser la première question, je vous en prie. Oui, j'ai une question par rapport à ce partenariat entre l'assureur et le risk manager. Je voulais savoir comment se positionne le courtier dans ce partenariat. Alors, oui, on va le faire en binôme entre deux risk managers et responsables d'assurance. Le rôle du courtier est un rôle, j'enfonce des portes ouvertes, c'est un intermédiaire, évidemment. C'est un intermédiaire qui a une connaissance approfondie du marché et qui en même temps a une connaissance approfondie de son client, ou devrait l'avoir. Donc c'est absolument essentiel. Et là, on rejoint la notion de partenariat qui a été évoquée à la fin des interventions. C'est absolument essentiel de se parler en toute confiance. Que ça soit l'assureur, que ça soit le courtier, ils doivent avoir une bonne compréhension des besoins du client, évidemment de son secteur d'activité, mais aussi de ses risques, éventuellement de son historique de sinistralité, mais aussi de ses projets stratégiques. Et donc tout ça, ça se travaille. Si je parle de cette connaissance approfondie, c'est bien entendu parce que dans le cadre de l'AMRAE, on a affaire à des entreprises qui ont déjà une taille significative, souvent une exposition internationale, et qui peuvent présenter des risques qu'on rencontrerait peut-être moins dans des entreprises de taille plus modeste, ou disons se cantonnant à un secteur d'activité géographiquement limité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, le partenariat, à la fois dans le volet prévention, qui est quelque chose de particulièrement important, mais également le partenariat dans la définition des risques à assurer, des couvertures qu'il faut précisément mettre en place, dans l'accompagnement aussi, et ça c'est essentiel dès lors qu'il y aurait un sinistre. Tout ça, c'est un tout, et il ne faut pas voir ça comme quelque chose de siloté, où vous avez des tranches, et puis finalement pour cette partie-là, c'est un tel qui traite, et puis pour cette partie-là, c'est plutôt quelqu'un d'autre. Et puis il faut vraiment avoir cette vision de bout en bout. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a du turnover dans les équipes, ça peut arriver, parce que les activités évoluent, parce qu'il y a d'autres priorités dans l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment un partenariat, et moi je crois très profondément à cette notion de partenariat, parce que bien que je travaille chez un courtier, je suis aussi risk manager, et en tant que risk manager, je peux parfois ressentir cette frustration de me dire mais c'est moi le client, quoi. Enfin, je veux qu'on s'occupe de moi, et je suis frustré si je sens qu'en face j'ai pas quelqu'un qui s'intéresse vraiment à moi. C'est-à-dire que c'est pas juste c'est un compte. Non, je suis un client avec mes problématiques à moi, et donc j'attends d'avoir quelqu'un qui non seulement s'y intéresse, mais m'apporte des solutions. Et voilà, donc c'est vraiment un partenariat. Je confirme la position, effectivement. Moi, je sais que dans l'exemple que je vous ai donné, notre évolution vers le cyber, en fait, notre courtier a été très, très promoteur. Très concrètement, moi je lui ai exposé clairement les doutes que nous avions au niveau du management, le fait que nous pensions au départ que les polices qu'on nous proposait en fait tout simplement ne couvriraient pas le risque réel. Et sur cette base-là, notre courtier nous a accompagnés pendant 2-3 ans à décortiquer le marché,
à comprendre, enfin, ils ont vraiment compris notre problématique. Évidemment, ils connaissent parfaitement notre risque, notre typologie de risque. Et petit à petit, on a fait une démarche vraiment ensemble pour essayer de trouver une police qui correspondait à nos attentes, un assureur qui correspondait également à nos aspirations et à notre façon de concevoir le business. Et le courtier était absolument essentiel, effectivement, dans cette relation tripartite. Alors, du point de vue de l'assureur, c'est vrai que... Alors, il se trouve que Liberty travaille uniquement avec des courtiers. Donc je pense que ça n'engage que nous, mais on estime que tout le monde a sa valeur ajoutée. Maintenant, je rebondis à votre question par rapport à la façon dont j'ai parlé du cyber sur la gestion directe. En fait, ce n'est pas la volonté de bypasser un intermédiaire qui a sa valeur, c'est plus de faire face à l'urgence de la situation. On sait qu'aujourd'hui, les attaques sont donc rarement disciplinées, elles arrivent toujours le week-end, le soir. Donc il faut en fait mettre en place des solutions dédiées pour pouvoir gérer effectivement notamment l'attaque cyber, l'attaque numérique. Je dirais que même les protocoles sont assez poussés, puisque non seulement ça enclenche le lien direct entre les personnes en charge au niveau de la partie de l'entreprise, que ce soit sur le RSSI ou le risk manager, directement les consultants qui vont effectivement pouvoir intervenir pour pouvoir mettre fin à l'attaque, puisqu'elle est toujours en attaque active la plupart du temps. Mais ça déclenche aussi éventuellement le soutien des avocats, si jamais on a une détection de fuite de données personnelles, parce qu'on n'a que 72 heures pour notifier. Si ça arrive le vendredi soir, on voit bien que le lundi matin, déjà, ça commence à devenir un petit peu chaud à gérer. C'est aussi les consultants qu'on a en gestion de crise en matière de communication. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. La plupart du temps, les fuites, entre guillemets, que l'on a d'informations, c'est souvent parce que les entreprises, parfois, sont obligées d'arrêter la production ou que les salariés sont mis au chômage technique, qu'on a des fuites dans la presse. Donc c'est vrai qu'on a aussi, et il faut s'en méfier, des entreprises qui sont pris un peu entre deux feux sur le fait de se dire, est-ce qu'au niveau de ma réputation, j'essaie de quand même garder un incident en me mettant juste en compliance classique, mais sans trop en parler, ou est-ce que je joue une certaine transparence et je décide d'être acteur de ma communication pour dire, bon, voilà où on en est, mais on n'a pas attendu, on est dans un scénario, on est en train de prendre les choses en main, et puis on vous rassure quelque part. Alors, dernière vision, celle de l'avocat qui gère des sinistres pour des assureurs. Je crois que le courtier est essentiel, parce que le courtier va être aussi le vecteur du retour d'expérience de la gestion de sinistres sur ces risques nouveaux. Et si la communication est bonne en interne au sein de l'entreprise de courtage, entre les services sinistres et les services souscription, ça permet aussi de faire remonter aux risk managers et aux assureurs d'une part, les typologies de ces nouveaux sinistres, la façon dont ils peuvent être gérés, ils peuvent être anticipés, et on peut mitiger, si je peux m'exprimer ainsi, les risques et les dommages finaux pour l'entreprise. Donc pour moi, réellement, le rôle du courtier est essentiel, au niveau aussi de ce retour d'expérience, aussi bien pour la gestion des sinistres, mais pour l'évolution de ce que j'ai cité tout à l'heure dans la présentation, c'est-à-dire l'évolution des textes de garantie et pouvoir aplanir autant que peut se faire les difficultés d'interprétation des polices, parce qu'on est sur des risques nouveaux. La rédaction des polices n'est pas aisée. Ce sont des textes qui sont vivants, ce sont des textes qui doivent être adaptés. On doit absolument éviter ce qu'on a pu connaître par le passé, des millefeuilles où on va ajouter des articles pour essayer de régler un problème précis, mais avoir une vision qui soit une vision globale. Et cette vision globale, elle peut sortir justement de ce travail de coopération entre l'assuré, le risk manager, le courtier et l'assureur. Oui, j'ai une petite question. La notion de dommage immatériel chez les anglo-saxons et également les Allemands, parce qu'on a des soucis quand on fait intervenir des prestataires extérieurs, des intervenants sur nos usines. Dans le cadre des contrats, on demande des couvertures, et notamment derrière des polices d'assurance. Et alors très souvent, ces intervenants acceptent le dommage corporel, matériel, mais l'immatériel, c'est à chaque fois barré. Et on me dit, non, c'est une notion, ce qui m'étonnerait, qui n'existe pas en droit allemand, qui n'existe pas en droit anglo-saxon. Est-ce vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, et je dirais qu'on est toujours sur une problématique, là, notamment des programmes internationaux.
où effectivement on a la possibilité, ne serait-ce que si je prends la responsabilité civile, et qu'on regarde la sécurité, la loi sécurité financière, la protection qu'elle accorde en matière de garantie dans le temps, reprise du passé illimité, garantie subséquente reconstituée pendant 5 ans, dès lors que vous n'avez pas seulement une résiliation du contrat, mais un retrait de couverture tout simplement. Tous ces éléments-là font qu'en général, on met en place ce qu'on appelle les best standards pour effectivement répondre aux obligations qu'on peut avoir d'attestation d'assurance ou tout simplement d'obligation d'émettre des contrats locaux. Mais l'intérêt est effectivement de pouvoir avoir des programmes qui, dans ce cas-là, interviennent en complément, que ce soit en DICD, en DIL, avec des police masters, qui font qu'on va essayer de niveler pour avoir une certaine homogénéité de la couverture. Parce qu'effectivement, le but n'est pas d'avoir un programme hétéroclite où on se dit tiens, tel sinistre a été mal couvert dans tel pays, a été très bien couvert dans tel autre. Le but, c'est quand même d'essayer d'acheter une couverture pour un scope de couverture que l'on veut. Alors après, on doit prendre en considération certains pays qui interdisent certaines couvertures et trouver les bons critères. Mais c'est tout l'enjeu des programmes internationaux et de la volonté d'essayer d'avoir toujours le meilleur des couvertures dans la limite de la légalité, bien entendu. Enfin, si vous avez des problèmes, on peut en discuter. Vous avez compris, c'est dans le cadre des recours. Hein. Moi, je veux me couvrir, effectivement. Oui. Sinistre provoqué par mon intervenant, hein, qui engage chez moi-même des pertes de marge, hein, la possibilité d'avoir recours contre lui. Et c'est pour ça que je demande à cet intervenant d'avoir des couvertures en immatériel. Et j'ai beaucoup de mal de l'obtenir auprès des prestataires allemands ou anglo-saxons. Après, il y a une problématique de solvabilité aussi de l'entreprise. C'est-à-dire que ça ne vous empêchera pas de recourir contre cette personne puisqu'elle est responsable des dommages qu'elle vous a causés. Après, c'est l'assurance de cette personne pour être sûr qu'elle sera en mesure de pouvoir vous payer. Donc là, c'est une analyse, je ne connais pas le cas précis, mais effectivement, on essaye. En France, on est quand même relativement bien équipé en matière de créativité et de technicité des couvertures d'assurance. C'est pour ça qu'en général, quand on est dans les appels d'offres avec des groupes internationaux qui essayent de faire des comparaisons de couverture, quand on a la possibilité d'avoir des maisons mères qui sont assez ouvertes d'esprit et qui disent bon, on va essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux entre mon programme actuel et celui de la société que je rachète, parce que parfois ça se fait plus directement, c'est vous intégrer, point barre. On a la possibilité effectivement d'avoir énormément de points importants qui démontrent qu'en France, on a quand même énormément de protection de l'assuré, des protections légales, même sur le formalisme, la définition de la faute intentionnelle, les exclusions en gras, la façon dont on aménage les couvertures. On a énormément d'avantages. Quand on rentre dans le détail entre la façon dont les assurés sont traités dans certains pays et en France, on n'a pas à rougir des protections qu'on a en France. Oui, je voudrais juste aller dans le sens de la question de monsieur, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet quand on signe des contrats avec des prestataires qui sont anglo-saxons notamment, allemands aussi. On a très souvent, dans les contrats, sont biffés tout ce qui peut être la notion des consequential loss, donc ce qu'on aurait appelé, nous, des immatériels consécutifs. Alors que si on regarde bien et si on les interroge et qu'on les pousse un peu, il y a quand même une partie de ces IMAT consécutifs qui sont directement considérés comme des dommages matériels. Et donc tout le sujet est là, et moi je vous rejoins complètement, je trouve que c'est totalement illisible, et quand on est en charge effectivement de la prévention contractuelle, alors nous on est très créatifs en France, alors vive les programmes français, vive les masters localisés en France, on a vraiment les meilleures garanties possibles, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Le problème c'est qu'en face, avoir une politique uniforme et donner des guidelines au niveau d'un groupe international uniforme dans la négo des contrats et des clauses d'assurance, alors qu'on a effectivement en face de nous des régimes qui sont très très différents avec des solutions assurantielles qui sont des fois quasi nulles, c'est vraiment un vrai casse-tête. Et notamment aux États-Unis, je suis désolée de le dire, mais les polices américaines sont d'une pauvreté désarmante, vraiment. Et vive la France, on est très créatifs. Je dirais que ce qui sous-tend indirectement aussi la solution, c'est une question de rapport de force. Beaucoup d'entreprises parfois estiment que le fait de sauvegarder leurs données sur des clouds, on les met à l'abri et ça y est, elles ont résolu le problème. Quand vous regardez la façon dont le gestionnaire de cloud va vous indemniser, c'est éventuellement, c'est le scénario qui empêche de dormir les assureurs cyber, les clouds tombent, vous êtes indemnisé au kilo-octet. Je veux dire, ils ne vont pas faire une valorisation de ce qu'il y a dans la donnée. Alors si vos codes sources sont dans le cloud, il y a un gros problème. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour pas que ça arrive en fait. Ou alors dans ces cas-là, arriver sur des modélisations où vous arrivez à valoriser ce code source. Mais ça pose tout un tas de problèmes. C'est comme à l'époque, lorsque vous alliez faire développer vos photos, s'il y avait un problème au tirage, on vous remboursait juste la pellicule. Mais alors tous les souvenirs qu'il y avait dessus, votre voyage, fallait oublier. Donc effectivement, c'est les problèmes de rapport de force. Et ça, les entreprises nous le disent souvent. Ils nous disent, mais bon, on n'a pas les moyens de négocier avec un Amazon. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver et anticiper le pire pour éviter que ça arrive.
c'est clair. Mais d'un autre côté, le cyber, il faut bien voir que quand on parle de frais de reconstitution de données, c'est à partir de quelque chose qui existe, on peut remettre en route la machine. Si tout a disparu, je ne vois pas ce qu'on va créer. D'où le problème d'arriver à identifier qu'est-ce qui est clé, et d'où ces travaux de matérialisation, de cartographie, pour vraiment mettre à l'abri les choses qui finalement menacent directement la pérennité de l'entreprise. L'assurance, là encore, n'est pas la solution qui est parfaite, qui va permettre de tout faire. En revanche, elle peut être celle qui permettra, je dirais qu'elle est nécessaire et pas suffisante, c'est celle qui permettra effectivement de diminuer l'impact, ou éventuellement, par ce travail de partenariat, d'éviter qu'il arrive. Parce qu'effectivement, on apprend des expériences au fur et à mesure. Voilà, on va prendre un dernier commentaire ou une dernière question. Oui, très, très brièvement d'ailleurs. Aux États-Unis, les immatériels non consécutifs, il n'y a pratiquement pas de couverture disponible sur le marché. Les immatériels consécutifs sont parfois couverts, mais comme dommages matériels et pas comme dommages immatériels, ce qui déconcerte beaucoup les Français. Ceci dit, bon, on peut trouver des solutions ad hoc, mais c'est plus compliqué. Quant à la perte des données, qui est un problème dramatique, elle peut survenir de certaines manières, notamment par en France, je l'ai vu dans des destructions de data centers. Il y avait 2 catégories de clients, ceux qui sauvegardaient intégralement les données à 1000 km de distance. Ceux-là n'ont pas eu de problème, 24 heures de problème. Et ceux qui ne les sauvegardaient pas ou qui ne les sauvegardaient que partiellement, et dans ce cas-là, la reconstitution de données, si on n'a rien pour la reconstituer, c'est vraiment un grave problème. Et je serais assez d'accord avec vous que ce n'est plus un problème assurantiel. Parce que même si l'assurance paye beaucoup d'argent, vous ne survivrez pas. Mais c'est pour ça que ça fait notamment les travaux qu'on a fait au sein de l'Institut de recherche technologique, le Systemix, montrent justement les différents scénarios d'impact qu'il y a pu y avoir pour voir les sociétés qui mettent un certain temps à redémarrer, celles qui mettent un peu plus de temps, les problèmes de certification, les conséquences que ça peut générer par rapport aux donneurs d'ordre. Et c'est tous ces essais de modélisation, bon, qui ne sont pas forcément parfaits, hein, mais qui commencent à essayer de modéliser un petit peu les scénarios d'attaque pour essayer d'avoir un peu des idées de ce que ça peut représenter. Mais les sauvegardes aujourd'hui, les assureurs ne sont plus sur la question est-ce que vous avez des sauvegardes ? C'est est-ce que vous testez vos sauvegardes ? On est passé à l'étape d'après, parce que le nombre de personnes qui sauvegardent des choses, mais sans trop savoir si ça fonctionne ou pas, et qui ne font pas des tests de reconstitution. Alors après, effectivement, ça a un coût, mais il y a un moment où il faut se dire est-ce que l'information que je suis en train de sauvegarder, si ça n'arrive pas, est-ce que j'ai moyen de redémarrer ou pas ? Il y a des sociétés qui aujourd'hui ne peuvent pas le faire. Parce qu'on est dans un environnement où c'est la société qui est informatisée, et l'outil informatique est partout. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet atelier qui, je crois, était très riche en informations, en échanges. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de remplir la fiche d'appréciation et de la remettre à l'hôtesse en sortant. Pour ceux d'entre vous qui ont été plus efficaces que moi et ont réussi à utiliser l'appli web, vous pouvez également le faire en ligne. Voilà, merci beaucoup de votre présence et de votre attention.